Alors, l'AFPS, ce nouveau groupe local de l'AFPS, donc vous avez rejoint une association qui est assez jeune, qui a 22 ans, et qui est née de la fusion de deux associations. Il y avait France-Palestine et il y avait la MFP, l'association médico-franco-palestinienne. Et ces deux associations ont choisi d'unir leurs forces pour témoigner la solidarité au peuple palestinien. On nous dit que nous sommes des pro-palestiniens. Moi, je préfère dire que nous sommes des pro-droits. Parce que ce qui nous anime, c'est la justice, c'est l'antiracisme et c'est le droit. Et c'est véritablement ce qui fonde toutes nos orientations à la FPS, c'est notre boussole. Et c'est ce qui nous permet certaines fois, quand on nous intime de donner telle ou telle appréciation sur tel ou tel événement, nous restons sur le droit. Nous analysons l'histoire à travers le droit, nous analysons les événements à travers le droit, et nous analysons aussi les objectifs à travers le droit. C'est ce qui nous amène, par exemple, à avoir la certitude et à démontrer que le régime qu'Israël impose au peuple palestinien est un régime d'apartheid. Nous ne disons pas ça parce que ça fait joli un paysage, et nous ne disons pas ça non plus par analogie avec l'Afrique du Sud. Si nous définissons le régime que Israël impose au peuple palestinien dans son ensemble d'apartheid, c'est parce qu'il y a des textes en droit international qui disent qui définissent de manière très claire ce qu'est un régime d'apartheid. Et quand on analyse ce qui se passe en direction des Palestiniens, on peut constater que ce régime d'oppression et de domination qu'Israël exerce sur le peuple palestinien est bien un régime d'apartheid. De la même manière, nous avons été amenés assez rapidement à reconnaître, comme le faisait un certain nombre de personnes sur le terrain, que ce qui se passait à Gaza en ce moment est un génocide. De la même manière que pour l'apartheid, nous ne disons pas ça par quelque volonté de provocation ou autre. Nous disons ça parce qu'il y a des textes de droit international qui définissent de manière très claire ce qu'est un génocide. C'est la Convention de prévention du génocide, et je vais vous lire quelques lignes parce que c'est important que nous sachions tous répondre. On nous dit, vous dites n'importe quoi, ça ne peut pas être un génocide, ça n'a rien à voir avec l'Holocauste. Mais on ne dit pas que ça a à voir avec l'Holocauste, comme on ne dit pas que l'apartheid c'est la même chose que ce qui se passait en Afrique du Sud. On se réfère au texte de droit international. Donc, par génocide, ils sont, donc, je vais le retrouver, donc ce sont les actes tels le meurtre des membres d'un groupe, et ces actes sont commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Et quand on voit ce qui se passe avec les intentions qui ont été données depuis le 7 octobre, de destruction de la population de la bande de Gaza, on peut effectivement penser qu'il s'agit d'un génocide, et un certain nombre d'ONG, un certain nombre d'experts l'ont conforté. Donc, nous analysons la situation en Palestine à travers le droit international. Donc, nous analysons aussi une des caractéristiques essentielles de ce qui se passe en Palestine, c'est la colonisation. La colonisation est un crime de guerre. La colonisation est un crime de guerre en vertu de la 4e Convention de Genève. Donc, comme tout crime de guerre, le fait de contribuer à ce crime de guerre en rend complice. Et on ne comprend pas, par exemple, en vertu du droit international, comment il se fait que l'Union européenne, et donc la France, accepte que soient commercialisés sur son territoire des produits issus des colonies israéliennes, puisque ces colonies sont un crime de guerre. Donc le fait d'accepter que ces produits viennent, on va nous jusqu'à dire qu'il s'agit de la complicité du crime de guerre. Et c'est la raison pour laquelle nous participons depuis presque le début à la campagne boycott des investissements sanctions, parce que cette campagne est là pour imposer le droit à Israël. Nous expliquons que Israël viole le droit international d'énormément de manières différentes, et cette campagne BDS permet de mettre l'évidence sur ces violations du droit et permet de mobiliser les gens pour essayer d'imposer le droit à Israël. Et l'avantage de cette campagne BDS est qu'elle mobilise tout le monde. Avec le BN, le boycott, elle mobilise les citoyens que nous sommes. Nous boycottons un certain nombre de produits et nous boycottons un certain nombre d'entreprises. Le D, c'est pour les entreprises, justement, qui ont des relations avec Israël
et auquel nous demandons de se désinvestir. En ce moment, un exemple très particulièrement mis en évidence, c'est Carrefour. Nous avons eu des campagnes antérieurement sur Orange, sur Veolia, sur Alstom qui construisait le tram de Jérusalem et ainsi de suite. Le Est, il est à la portée des États. On en reparlera tout à l'heure. Il est à la portée des États et ils ne s'en servent pas. Les sanctions contre Israël permettraient de mettre fin aux violations du droit et auraient permis de mettre fin aux violations du droit depuis bien longtemps. Donc cette petite introduction pour vous dire que le droit est au cœur de toutes nos actions et de toutes nos analyses. Alors maintenant, pour en venir à la situation actuelle. 2023 était pour nous l'année de la commémoration de la Nakba. C'était les 75 ans de la Nakba, la catastrophe. Et nous avions décidé de mettre en évidence, de rappeler toutes ces violations du droit, de rappeler les massacres, de rappeler comment tout ce qui s'était passé entre 47 et 49. Et si je parle de massacres, c'est pour rappeler que il y a eu des massacres avant le 7 octobre sur cette terre. On se rappelle de Deir Yassin en 47, tout près de Jérusalem, et puis un peu plus tard, au mois de juin 1948, il y a eu Tantoura au nord de la Palestine. Il y a eu de très nombreux massacres et il y a surtout eu 800 000 Palestiniens qui ont été expulsés de leur terre et dépossédés de leur terre. Donc il convient de rappeler toutes ces choses-là et les Palestiniens parlent de la Nakba qui continue. Parce que ça a commencé entre 47 et 49 et ça ne s'est jamais arrêté. Et il y avait eu une recrudescence, si on peut dire, début 2023, avec l'arrivée au pouvoir de ce nouveau gouvernement d'extrême droite, suprémaciste, raciste, fasciste, qui avait mis un coup d'accélérateur absolument terrible sur la répression, sur l'accélération des colonies, sur la dépossession, sur la violence des colons, et ainsi de suite. Sur les attaques des camps de réfugiés, rappelons-nous que début juillet, le camp de Jenin avait été attaqué de manière extrêmement violente avec des arrestations, des morts et la destruction d'une partie du camp. Et on pensait qu'on arrivait quand même à un niveau de violence extrême. Et puis, n'oublions pas aussi que depuis 16 ans, Gaza vivait sous blocus, que Israël avait décidé d'enfermer les Palestiniens dans une cage et qui pensait qu'une fois les Palestiniens enfermés dans cette cage, la question palestinienne serait réglée, on n'en prendrait plus. Et c'est vrai qu'on commençait à se poser quand même certaines questions quand on voyait un certain nombre de pays arabes qui étaient en train de normaliser leurs relations avec Israël. Voilà, donc si je dis tout ça, c'est parce que tout n'a pas commencé le 7 octobre et qu'il faut vraiment s'en rappeler. Et j'écoutais encore tout à l'heure Aurore Berger, qui expliquait que il y a eu le 7 octobre et que le 7 octobre est tout modifié. Alors effectivement, le 7 octobre, il s'est passé un certain nombre d'actes terribles, particulièrement atroces, qu'il conviendra aux juridictions internationales, dont il conviendra que ces juridictions internationales qualifient en termes de droit. De quels crimes il s'agit? Est-ce que ce sont des crimes de guerre? Est-ce que ce sont des crimes contre l'humanité? Nous ne sommes pas des juristes. Il y a des juridictions internationales qui pourront qualifier ces faits, qui devront qualifier ces faits, et s'il y a des gens à punir, ils devront être punis. Mais on a vu immédiatement derrière s'enchaîner, et ce 7 octobre, il marque quand même, c'est important de le dire, la défaite de la théorie de la sécurité du gouvernement de Benjamin Netanyahu. Il affirmait que, en mettant cette oppression sur le peuple palestinien, en enfermant les Palestiniens de Gaza dans cette cage, ça assurerait la sécurité d'Israël. Et la démonstration a été faite de manière terrible que non. Parce qu'effectivement, Israël a le droit de se protéger. Tous les États ont le droit de se protéger. Et il faut reconnaître qu'il ne s'est pas protégé. Après vient la question, immédiatement après le 7 octobre, tous les pays occidentaux ont affirmé Israël a le droit de se défendre. Israël a le droit de se protéger. Et Israël a aussi le devoir de protéger les populations qu'elle occupe. Ça veut dire qu'Israël a le devoir de protéger la population de Gaza.
Gaza est un territoire occupé au même titre que la Cisjordanie et que Jérusalem-Est. Et au lieu de protéger la population de Gaza, on a bien vu ce qui se passe, une agression d'une ampleur jamais égalée, et on n'aurait jamais pensé voir une chose pareille. Donc, j'en redis toujours en termes de droit, c'est vraiment le droit international qui dit que les États ont le droit de se protéger et un État occupant a le devoir de protéger la population qui occupe. S'il faut vraiment se rappeler de ça, parce que c'est le strict contraire que fait Israël à l'encontre du peuple palestinien où qu'il se trompe. Et on se trouve avec, alors qu'on commémorait cette Nakba, qu'on parlait de cette Nakba qui continue, avec une nouvelle Nakba. Donc, qui n'aurait pu... Qui pensait que cette oppression et cette domination des Palestiniens, ils pensaient qu'ils assuraient leur sécurité, et on a vu que non. Un des éléments qu'il faut comprendre aussi, c'est que depuis des mois où les colons avaient recommencé leurs exactions, toute une partie de l'armée israélienne était mobilisée pour aller assurer la protection des colons dans leurs agressions à l'encontre des Palestiniens en Cisjordanie. Et ça, c'était quelque chose, ils ont failli dans la protection en allant protéger les colons qui agressaient les Palestiniens. Donc ce sont tout autant d'éléments qu'il faut absolument avoir en tête. Et il est bon de rappeler à Israël ces questions-là. Maintenant, on est dans une situation 5 mois après. Et on découvre, enfin certains décrivent, que depuis 15 jours, des enfants meurent de faim, des nourrissons meurent de faim, parce que leurs mères n'ont pas de lait. Elles n'ont pas de lait parce qu'elles ne peuvent pas boire, qu'elles ne peuvent pas manger. Parce qu'Israël bloque le lait infantile, empêche d'entrer de l'infantile, ça veut être une entrave à la sécurité d'Israël, et parce que ça fait 5 mois qu'on le sait. Le 7 octobre, le ministre Galland a dit qu'il allait mettre un siège total sur la bande de Gaza. Le siège total, je voulais dire, on ne laisse entrer ni eau, ni nourriture, ni médicaments. Donc, immédiatement, on a su ce qui allait se passer. Et tout le monde voulait savoir. Et on est dans le cadre d'un chaos organisé. Et nos gouvernements n'ont rien fait. Il a fallu 1 ou 2 mois pour que de vagues protestations commencent à venir sur le fait que les civils étaient ciblés. Ils sont toujours pas clairs pour dire que les civils sont ciblés, alors que nous savons pertinemment que les civils sont ciblés. Si on veut cibler des cibles précises, on n'emploie pas des bombes d'une tonne et on ne les jette pas sur des habitations. Donc, si nous, qui ne sommes pas des experts militaires, on est capable de comprendre ça, on ne comprend pas que nos gouvernants ne le comprennent pas. Donc, on est dans une situation où tout ce qui s'est produit depuis le début était annoncé et où les gouvernants n'ont rien fait. Et quand même, pour la première fois de l'histoire, un génocide est filmé en direct par les victimes. Et ça ne fait pas bouger les gouvernants. Ça glace le sang, quand même. On en est à 40 ou 50 000 morts. Il y en a eu 30 000 qui ont été répertoriés dans les hôpitaux. Alors, on essaye de nous dire que ce sont les chiffres du Hamas, donc ils sont gonflés, donc ils sont pas bons. Ils sont en dessous de la réalité. Les ONG le disent, c'est en dessous de la réalité. Il y a tous ceux qui sont sous les décombres et tous ceux qui sont morts de ne pas avoir de soins, pas de médicaments. Ça veut dire que tous les malades n'ont pas leurs soins, les cancéreux n'ont plus leurs soins. Donc, les malades n'ont pas leurs soins, les blessés ne peuvent pas être soignés, et les nourrissons naissent dans les conditions qu'on connaît, et ainsi de suite. Et tout ça est documenté, et il ne se passe rien. Donc, on espérait, avec la décision de la Cour internationale de justice, qui a quand même dit de manière très claire qu'il y avait des risques de situation irréversible à Gaza, que nos gouvernants allaient quand même un petit peu se décider à faire pression sur Israël. Mais toujours pas. Toujours pas. Et pourtant, si on se réfère au droit, ces crimes qui sont des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide, non seulement les États ont le devoir de ne pas y participer, bien sûr, mais ils ont le devoir de tout faire pour les empêcher. Et on constate qu'ils ne font rien pour les empêcher.
Et c'est comme ça qu'un certain nombre de plaintes en direction de la Cour pénale internationale sont en train de se produire et qu'une centaine d'avocats australiens ont déféré le Premier ministre australien devant la Cour pénale internationale pour complicité. Et il se pourrait bien que cette chose-là finisse par arriver à un certain nombre de dirigeants européens. Voilà, donc moi, je voulais un petit peu faire ce tour de la situation, toujours en me référant au droit, qu'on soit bien capable, quand on se heurte à des gens qui nous renvoient des allégations avec ou sans fondement, pour être capable de leur répondre de manière qui la plus incontestable possible, ou la moins contestable possible. Mais je ne voudrais pas finir sans rappeler que, contrairement à ce qu'on nous assène, il ne s'agit pas d'une guerre d'Israël contre le Hamas. Il s'agit bel et bien d'une guerre d'Israël contre tout le peuple palestinien, où qu'il se trouve. Et pendant que les bombes tombent sur la bande de Gaza, détruisent la bande de Gaza, et que le génocide est en cours à Gaza, en Cisjordanie, il se passe absolument des horreurs. Depuis le 7 octobre, la Cisjordanie est paralysée, les routes ont été coupées, les écoles ont été fermées pendant plusieurs mois, les gens ne peuvent pas aller travailler puisque les routes sont coupées. Ce n'est pas le même niveau de famine, bien évidemment, que ce qu'on trouve dans la bande de Gaza, mais on a des gens qui sont dans des situations extrêmement précaires. Et puis, la violence des colons qui prend des formes absolument épouvantables. Il y a eu 400 personnes assassinées, plus de 400 personnes assassinées en Cisjordanie depuis le 7 octobre par l'armée ou par les colons. Ça là, vous parlera des milliers de prisonniers qui ont été arrêtés depuis le 7 octobre. Si vous avez lu le communiqué que nous avons publié hier sur le témoignage de notre ami et partenaire Mounder Amira du camp de réfugiés d'Aïda, qui raconte ce qu'il a vécu pendant 2 mois et demi dans les prisons, c'est quelque chose qui est ça glace le sang, mais on attend toujours les sanctions. Et il n'y a toujours, et là, c'est absolument déconcertant. Avant-hier, on a eu un tout petit espoir. À l'Assemblée nationale, alors la secrétaire d'État des Solidarités et de internationales, je ne sais plus précisément, je ne sais plus son nom, a eu une réponse au gouvernement, dans une question au gouvernement qui était incroyable, où elle disait le seul responsable est Israël, il faut laisser passer les camions, il n'y a pas de raison que les Palestiniens de Gaza subissent tout ça. On n'en revenait pas. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le syndrome Kamala Harris? Est-ce que c'est ceci? Ça n'a pas duré très longtemps parce que hier, un nouveau ministre est intervenu pour répondre et on est reparti sur toujours les mêmes histoires. Il fallait répondre au terrorisme, Israël a le droit de se défendre et ainsi de suite. Donc nous allons devoir continuer à nous mobiliser parce que nous ne pouvons pas laisser ces violations du droit continuer et nous ne pouvons pas laisser ce génocide en cours à l'encontre du peuple palestinien. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour l'invitation d'être parmi vous ce soir. Merci Anne d'être présente aussi. C'est vrai avant de passer au livre, c'est vrai que on est dans une période. Depuis là, on est rentré aujourd'hui, on rentre dans le 6e mois. 6e mois sur un génocide en cours sur l'ensemble du peuple palestinien et fait par les propres mains des Israéliens, mais il a commencé avec, il continue avec le feu vert américain et le pont d'armes américain qui n'arrête pas depuis quelques mois, le feu vert français qui a commencé avec l'appel à construire un front mondial comme celui qui a été construit contre le Daesh il y a quelques années, avec la présence des soldats américains et des experts américains sur le sol. Il y avait aussi des experts italiens, allemands, avec la participation de 4200 franco-israéliens
et des Français qui sont et qui participent à ce génocide en cours. Moi, quand je vois cette situation aujourd'hui, il y a deux images qui m'arrivent en tête. Il y a une image qui est dure, celle l'image qu'on voit quotidiennement qu'ils arrivent de Gaza. Les gens tués, comme l'a dit Anne, plus de 40 000 Palestiniens tués. La destruction totale de la bande de Gaza. On en a pour des années pour la reconstruction de Gaza. Le siège qui continue aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on a commencé à voir des gens, des enfants, des femmes qui sont morts à cause de la faim dans le nord de la bande de Gaza. La participation des pays, des régimes réactionnaires arabes à cette guerre, et moi je me dis participation, c'est pas que complicité, parce qu'on voit le rôle de l'Égypte, on voit le rôle de la Jordanie, on voit le rôle des Émirats unis et d'autres pays réactionnaires qui participent directement ou indirectement à ce qui se passe en Palestine. Ça, c'est cette image terrible. Mais à l'autre côté, qui me donne et qui porte espoir, que quand on voit historiquement ce qui s'est passé en Palestine, 48, 67, 82, l'occupation de l'Irak et accompagné. Beyrouth, 82, même pas 90 jours, alors que c'était à côté d'Al-Arab. L'Irak, un des pays les plus grands dans le Proche-Orient, même pas 3 mois. Et on a des autres exemples. Gaza, ça fait 6 mois qu'il y a une guerre mondiale lancée contre la bande de Gaza et les Israéliens, jusqu'à aujourd'hui, militairement, ils ont 0 gagné pour le moment. La seule chose qu'ils ont pu faire pour le moment, c'était tuer les civils et tuer des innocents. 2 buts principaux qu'ils les ont déclarés dès le début. Récupération des otages sans des échanges et la libération des aujourd'hui 15 000 prisonniers politiques palestiniens et la destruction de l'ensemble des partis politiques palestiniens et des résistances à Gaza. Qu'est-ce qu'on voit comme résultat aujourd'hui, après 6 mois? Les otages, ils les ont tués plus qu'ils ont récupérés. Ils ont récupéré 2. Et on sait l'histoire qu'ils ne les ont pas récupérés par force, non, mais ils les ont achetés à une famille qui les gardait à 2 millions d'euros. Ils ont négocié ça à Londres. Et les restes, pour le moment, 30 à 40 otages, ils étaient tués par les bombardements israéliens. Et on le sait que sans un échange avec les prisonniers politiques palestiniens, on ne va pas se sortir de cette histoire. Ça, c'est clair et c'est déclaré dès le début. Après, de venir sur l'histoire, puis les Israéliens veulent détruire tout l'ensemble tout ce qui est parti politique et même leur branche armée, hein, c'est impossible. Ça, c'est une histoire qui va jamais passer. Bon, à mon avis, ce génocide en cours, c'est le plan qui était prêt dès le début, il y a des années, que Trump l'a préparé avec Netanyahou. La question de la déplacement de la majorité des Palestiniens de la bande de Gaza vers le Sinaï ou vers quelques pays arabes, ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est pas un plan nouveau. Ça, il était déclaré depuis des années et des années et des années et des années. Cet déplacement des Palestiniens dure depuis 1948 et est basé sur les théories sionistes claires que la Palestine, c'est terre sans peuple, pour un peuple sans terre. Depuis plus que 100 ans, moi je dis pas l'État d'Israël, ce projet sioniste fonctionne sur cette théorie. Son seul but, c'est se débarrasser des Palestiniens de plus en plus et de plus en plus.
Je pense qu'aujourd'hui que ce génocide en cours, c'est vrai qu'il est fait sur les Palestiniens, mais à mon avis aussi les Américains derrière, ils sont en train d'essayer de régler la région encore une fois parce qu'ils n'avaient plus la main dans comme avant, on va dire, sur la région. Mais aujourd'hui, on le voit clairement, ce qui se passe dans le sud de Liban, ce qui se passe depuis l'Irak, ce qui se passe surtout au Yémen. Aujourd'hui, le Yémen, il a presque bloqué tout ce qui est commerce mondial avec tout ce qui se passe dans la zone du mer Rouge et qui a touché les postes de mer se réveillent dans la région. Je pense que même les Américains, ils n'étaient pas prêts pour ce qui se passe aujourd'hui dans la région. Alors c'est pour ça que ça fait 2 mois que les Américains, je ne veux pas dire qu'ils essayent d'imposer un cessez-le-feu, les Iraniens, ils veulent pas, mais ils essayent d'améliorer les circonstances de cessez-le-feu pour qu'ils soient favorables à l'occupant israélien et ils n'arrivent pas. Aujourd'hui, ils ont des négociations ce matin au Caire. Ils se sont arrêtés. Ils ont des délégations. Ils sont rentrés parce qu'il y avait une question. Il y a 3 points essentiels que les Israéliens ne veulent pas répondre là-dessus. C'est le retour. Ils veulent pour le retour des gens au nord de Gaza. Les Israéliens, ils veulent que les femmes et les enfants en dessous de 18 ans sont les hommes qui retournent au nord de la bande de Gaza. Ils veulent l'expulsion de tous les prisonniers politiques palestiniens hors de la Palestine. Ils négocient la fermeture de Rafah totalement et que tous les passagers doivent sortir après par Israël. Et plusieurs conditions sur les États, ce qui est vivant, qui est pas vivant. Et je pense qu'ils ont essayé d'imposer un cessez-le-feu avant le 10 mars, premier jour du Ramadan, parce qu'il savent bien, moi, à mon avis, là, déjà, on est déjà dans la guerre régionale, on est déjà dedans. Mais moi, je pense que le Ramadan, ils peuvent déclencher des choses de plus en plus. À chaque année, depuis des années, on voit Jérusalem, surtout Jérusalem, et les Palestiniens de 48, comment ça se passe pendant le Ramadan. 2021, c'est passé comme ça, et 2018, la même chose. À mon avis, depuis le 10 mars, si les choses ne changent pas, à mon avis, on va rentrer dans une, je ne veux pas dire, dans une image politique un peu différente, parce que s'il y a la participation des Palestiniens de Cisjordanie, de 48, de plus de Cisjordanie, comme c'est passé en 2021, là, je pense qu'on va y aller sur une autre histoire. Tout ça parce que Netanyahou, c'est clair, il sait bien que sa carrière politique, elle est finie. Il essaie de sauver sa peau avec la coalition qu'il a. Alors, je ne veux pas être plus loin dans la politique plus que ça, parce qu'on peut en parler des heures et des heures, mais ce génocide en cours qui touche tous les Palestiniens, Cisjordanie, Gaza, en Cisjordanie, juste depuis le 7 octobre, 424 Palestiniens tués, plus de 5000 blessés, plus de 7490 Palestiniens arrêtés. Sur la question des arrestations, depuis 5 mois, 6 mois, là, ça va le faire. Il y a des arrestations dans la bande de Gaza. Il y a plus de 3500 Palestiniens arrêtés dans la bande de Gaza. Ces gens sont considérés disparus. On n'a pas des nouvelles sur les gens arrêtés depuis la bande de Gaza. Un rapport qui est sorti hier dans le journal Haaretz israélien qui confirme que 27 Palestiniens parmi les 4000 ou plus arrêtés depuis la bande de Gaza, ils étaient tués dans les bases et les centres d'interrogatoire israéliens à cause de la torture physique et psychologique. On sait qu'il y a des femmes, des hommes et des enfants arrêtés, mais ces gens, comme j'ai dit, ils sont considérés
disparu. On sait qu'il y a une prison dans le sud, une base armée où l'ensemble de ces prisonniers sont détenus, mais pas plus, pas de visite d'avocat, la Croix-Rouge ne peut pas visiter, personne ne peut avoir des informations sur. Ce qui concerne la Cisjordanie, avant le 7 octobre, il y avait 5200 prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Depuis le 7 octobre, cette vague d'arrestations qui continue jusqu'à aujourd'hui, il y a 7490 Palestiniens arrêtés. En total, le chiffre qu'on a et qu'on sait détailler les noms et les personnes, il est presque à 12 000 à 13 000 Palestiniens détenus. Ces détenus qui subissent des circonstances, des détentions horribles qu'on n'a jamais vécues dans les prisons depuis quelques mois, mais des conditions de la torture physique, mais qui est retournée comme les années 50 et les années 60. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de contact avec l'extérieur, pas de contact famille, des tortures physiques quotidiennes. Mais je vais pas raconter tout à l'heure, mais c'est depuis quelques mois, depuis la Cisjordanie et Jérusalem, on rajoute sur les 27, il y en a 12 prisonniers qui sont morts à cause de la torture physique et psychologique dans les prisons israéliennes. Il y a une seule vague de vengeance qui est lancée par le ministre Ben Gvir et par de Shin Bet, parce que c'est eux qui gèrent les prisons directement aujourd'hui. Parmi ces chiffres-là, il y a 80 femmes détenues après la libération des traites. Là, je parle après novembre, parce que avant novembre, on savait qu'il y avait 100 et quelques qui s'étaient libérés grâce aux échanges. Et depuis, il y a 80 qui se font arrêter. Il y a 350 enfants. Il y a 3500 en détention administrative. Des centaines avec des dossiers de maladies différentes. Quand on parle de système carcéral israélien, moi j'ai déjà fait la liaison entre les deux, le système carcéral et le système judiciaire, parce que les deux sont liés ensemble. Pour moi, il n'y a pas de différence que ce soit la justice israélienne militaire ou civile, c'est pareil. Ce qui concerne les Palestiniens, c'est la même chose. Je ne fais pas l'illusion de dire oui, ça existe, c'est un état de droit ou non. Pour moi, c'est la même chose parce que moi, j'ai été jugé dans les deux et je connais bien le système, même en tant qu'avocat dans le système. Alors, ce système carcéral, il est fait pour une seule raison, de briser totalement la mentalité, assassiner la psychologie de l'être humain, rendre l'être humain une charge sur sa famille, sur la société au moment de sa libération. Casser toute volonté d'un engagement politique à la cause palestinienne, faire croire aux prisonniers palestiniens que Israël est une force qu'on peut pas lutter contre. Tout est fait pour contrôler l'être humain et approfondir la peur dans la psychologie des gens dans les prisons, dans tous les détails, du moment de l'arrestation au moment de la libération, tout autour de ces questions-là. Et même entre emprisonnement, parce que malheureusement, un Palestinien qui se fait arrêter une fois, c'est pas qu'une seule fois qu'il peut se faire arrêter, il peut se faire arrêter à plusieurs reprises. Moi, malheureusement, j'ai été arrêté 6 fois par l'armée israélienne. Au total, j'ai passé 10 ans dans les prisons israéliennes. J'ai vu
plusieurs étapes du développement de ce système carcéral et de durcissement de ces conditions de détention de ces prisonniers politiques. Par exemple, quand on prend la question des enfants, moi, la première fois, quand j'étais arrêté à l'âge de 16 ans, les conditions de l'arrestation étaient difficiles. Et les enfants, ils subissent les mêmes circonstances de détention que le prisonnier adulte. Aucune différence, aucun traitement différent que les prisonniers adultes. Ils sont jugés dans les mêmes tribunaux, les mêmes militaires que les prisonniers adultes. Ils sont jugés pour des longues peines. Les interrogatoires et la torture physique et psychologique, la même chose. Moi, par exemple, à l'âge de 16 ans, en arrivant au centre d'interrogatoire qui s'appelle Moscovie, c'est une église russe, une chaise comme ça, attachée au sol, où j'étais menotté les deux mains derrière le dos, avec un petit cadenas qui bloquait des menottes derrière le dos, les jambes attachées au pied du siège. Et je me faisais interroger des fois des heures qui peuvent arriver à 22, à 23, à 24 heures de suite, après un droit une heure de repos, où tu es envoyé dans une cellule de 2 à 3 mètres carrés, avec des murs grises, une petite lampe jaune, un petit trou dans le sol qui était les toilettes, un petit matelas et une petite couverture, où j'étais obligé de rester 2 mois de suite à l'isolement, à se faire interroger. Et l'ensemble de ces enfants, ils seront interrogés régulièrement comme ça. Il y a beaucoup d'enfants qui ont développé des maladies psychologiques énormes à cause de cette torture. Et aujourd'hui, on a le cas. Bon, aujourd'hui, malheureusement, on n'arrive pas à suivre combien d'enfants il y a des cas. Il y a tellement de torture. Dans le cas de Ahmad Manasr, par exemple, Ahmad Manasr, un enfant de Jérusalem qui est arrêté à l'âge de 13 ans, qui est blessé à balle au moment de son arrestation. Il était pris, torturé physiquement, psychologiquement dans les interrogatoires. Malheureusement, après sa sortie des interrogatoires vers la prison, il a développé des maladies psychologiques énormes. Et malheureusement, à la place de lui donner le soin adapté pour ces maladies, ils l'ont envoyé à l'isolement total, qui se trouve là-bas depuis 3 ans, isolé, tout seul, sans recevoir le soin adapté, isolé dans une cellule de 2 à 3 mètres carrés, enfermé 23 heures sur 24 heures dans sa cellule, presque pas de famille, pas de contact familial, qu'un contact conditionnel avec un avocat. Il a le droit de sortir 1 heure dans une cour où il doit choisir s'il doit être menotté main ou pied pendant la circulation dans la cour. Même les autres enfants dans la prison elle-même, ils sont privés de la majorité de leur choix. On a vu les témoignages qui sont sortis, des enfants qui sont sortis en novembre pendant les trêves. On a vu des enfants avec des bras cassés, des jambes cassées, des dos cassés à cause de cette torture physique. L'ensemble des enfants dans une prison n'ont pas le droit de continuer leurs études. Ils restent pendant des mois et des années sans continuer leurs études. Les enfants, ils peuvent passer des mois et des mois et des mois sans pouvoir visiter leurs parents. J'explique parce que toutes les prisons israéliennes se trouvent derrière la ligne verte. Il y en a une seule qui ne se trouve pas derrière la ligne verte, c'est la prison de Hofer. Mais même pour accès, tu es obligé de passer un checkpoint et le mur. C'est-à-dire, toutes ces prisons, pour accès, tu as besoin de permission spéciale pour les gens de Cisjordanie et Gaza. Alors, du coup, les familles passent par la Croix-Rouge pour obtenir la permission de la part des Israéliens. Déjà, si un membre de la famille, c'est un ancien prisonnier ou un ex-prisonnier, directement, il est interdit de recevoir l'autorisation de visiter. Et les premiers 3 mois, c'est en vérification. Ça veut dire, les premiers 3 mois,
les Iraniens, ils sont en train de vérifier si la famille a droit ou pas. C'est-à-dire, si tu as passé 2 ou 3 mois en interrogation, en interrogatoire, après 3 mois en vérification, ça veut dire les premiers 6 mois, l'enfant n'a pas de contact avec l'extérieur. Et il y a des enfants qui ont passé, moi je connais des cas où les enfants sont passés 2, 3 ou 4 ans sans avoir un contact avec leur famille, parce que leurs familles sont privées de visite, parce que le père c'était un prisonnier, la mère c'était une prisonnière, et les frères et les sœurs ensemble aussi. Depuis 1967, bien évidemment, avant il y en avait, mais les calculs ils ont commencé après 1967, 850 000 Palestiniens sont passés par les prisons israéliennes. Ça va faire entre 34 et 37% de la société est passée par les prisons. Il n'y a pas une maison, 2 maisons sur 2 ou 3. Il n'y a pas un prisonnier ou plus dans les familles palestiniennes. En retournant sur les enfants, le seul projet de l'emprisonnement de ces enfants, c'est vraiment de assassiner leur enfance. Une fois que tu es en prison en tant qu'enfant, tu sors jamais. Même si tu commences un enfant, tu finis en enfant en prison. Quand tu sors, tu as déjà perdu une période essentielle de ton enfance dans la prison. Tu sens que c'est bon. Vu l'expérience que j'ai vécue, je suis plus un enfant et je veux être un adulte et je veux vivre comme un adulte et avec tous les problèmes que ça apporte pour les enfants. Aujourd'hui, il y a un vrai danger sur la vie de ces enfants-là, surtout les enfants de la bande de Gaza. C'est sûr qu'ils sont pas détenus avec des enfants de la Cisjordanie, parce qu'on a pu avoir les infos sur les enfants de la Cisjordanie. Les peines, les enfants, ils peuvent être jugés à des peines, une longue peine, à vie, 2 fois, 3 fois à vie et plus. Il y a des enfants qui sont passés plus que la moitié de leur vie en prison qu'à l'extérieur de prison. Et il y en a beaucoup comme ça. Ils été arrêtés à l'âge de 15 ans. Et là, ça fait 16 ans, ou 17 ans, ou 18 ans qu'ils sont en prison. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont sortir. Les femmes, deuxième sujet, les femmes aussi subissent les mêmes circonstances de détention que le reste de l'ensemble des prisonniers. Malheureusement, la nuit précédente, il y avait une vague d'arrestations contre des femmes palestiniennes, des anciens prisonniers. Il y a la femme le plus ancien prisonnier palestinien, El Baroud, qui est détenu depuis ça va faire 42 ans. Et aujourd'hui, hier, sa femme, Iben Naffer, aussi un ancien prisonnier, elle était arrêtée avant-hier et on a découvert hier qu'elle était de son arrestation, elle est à l'hôpital à cause de la torture qu'elle a subie juste depuis la maison jusqu'à arriver en prison. Elle n'était pas en état de rentrer en prison. Ils l'ont pris à l'hôpital directement. Il y a toute une vague. Il y a Bouchra Tawil, la fille de l'ancien maire de Al-Bire, aussi qui est arrêtée, journaliste. Il y a Khaled Jabbar, député palestinien. Il y a toute une vague aussi d'arrestations contre des femmes palestiniennes. Aujourd'hui, il y a une deuxième prison qu'ils ont pris la décision hier de rouvrir la prison de Hasharon. Des femmes, ils vont être distribuées sur 2 prisons essentielles. Al-Tamoun, qui est vers le nord de Tel Aviv, et Hasharon, qui est dans le centre de Tel Aviv, parce qu'il y a une surpopulation dans la prison d'Al-Tamoun. Al-Tamoun, qui était normalement, qui ne devait pas être une prison, c'est un ancien bâtiment britannique qui était utilisé pour le stockage du tabac et l'élevage des animaux. C'était même pas en prison et les Israéliens le transformé en prison. Là, la torture contre les femmes, elle a dépassé vraiment des limites. Ils ne respectent pas leurs besoins, ils ne torturent pas les femmes. Et comme le reste des prisonniers, ils sont avec un seul changement depuis des mois.
une seule couverture et des fois il n'y a pas de couverture dans les cellules. Les matelas, ils leur donnent les matelas à certaines heures, ils leur reprennent le matelas le reste de la journée. Pas d'autorisation à sortir dans les cours, pas de télé, pas de radio, aucun contact avec l'extérieur. Il y a même il y a des rapports qui viennent de sortir qu'il y a des enfants qui s'étaient enlevés. Il y a des femmes de Gaza qui s'étaient arrêtées avec leurs enfants. Et depuis, il y a une disparition même des enfants de 7 ans, 8 ans qui étaient pris avec leur maman. On n'a pas des nouvelles des bébés. Et les femmes ont disparu. C'est sûr qu'on va avoir des autres histoires qui vont sortir. Moi, je pense surtout aux femmes enceintes qui s'étaient arrêtées. Alors déjà avant l'état normal, c'était jamais un état normal, mais avant le 7 octobre, par exemple, il y avait plusieurs femmes enceintes arrêtées. Beaucoup parmi elles qui ont perdu leur bébé à cause de la torture physique et psychologique dans les prisons. Il y en a d'autres qui les ont gardés. Au moment de l'accouchement, les femmes sont transférées dans un hôpital qui est dans une prison, l'hôpital de Rabelais. Et les femmes, pendant leur accouchement, ils étaient obligés d'être menottés une main et le pied au lit pendant l'accouchement, pour des raisons de sécurité. Et après, les femmes avaient le droit de garder le bébé 2 ans en prison, l'élever 2 ans en prison, et après, ils prennent le bébé et l'envoyer à l'extérieur pour la grande famille. Alors, les femmes aussi, mais moi, vraiment, ces jours-là, j'espère que les avocats vont bientôt pouvoir visiter pour vraiment voir ce qui se passe dans les prisons, et dans les 2 prisons des femmes. Et aussi les prisonniers en détention administrative, le chiffre le plus élevé depuis plus que 30 ans. Moi, malheureusement, j'étais 3 fois arrêté en détention administrative. Aujourd'hui, que de Cisjordanie et Jérusalem. Et il y en a quelques-uns de Palestiniens de 48. Il y a 3500 Palestiniens en détention administrative. Pour expliquer, la détention administrative, c'est une loi qui a été faite par le mandat britannique avant l'occupation de 1948. Et pour c'est pas pour rigoler, mais les Britanniques, à l'époque, ils mettaient en détention les Palestiniens et les chefs des Haganah et la compagnie qui étaient en détention administrative, et les Israéliens l'auront appliqué sur les Palestiniens après. C'est un ordre militaire qui permet à l'armée israélienne d'arrêter n'importe quel Palestinien. C'est un ordre militaire qui est basé sur un dossier de sécurité secret pour une période entre 1 mois et 6 mois. Ce dossier de sécurité secret, il reste secret entre le procureur et le juge. Ni l'avocat, ni le prisonnier a accès à ce dossier, mais ces périodes sont renouvelables. Ça veut dire que tu vas recevoir plusieurs ordres, 6 plus 6 plus 6, où tu peux passer des mois et des années en détention administrative sans savoir pourquoi et t'es en prison. Aujourd'hui, 3500, ils subissent cette détention arbitraire. Il faut savoir que depuis la réoccupation de la Cisjordanie en 2002-2003, il y a des Palestiniens qui sont passés plus que 14 et 15 ans en détention administrative. Le fameux cas qui est aujourd'hui encore en détention, un ami à moi qui s'appelle Nedal Abaraki du camp de Tehechel. Lui, ça fait 15 ans qu'il est en détention administrative. On le prend 3 ans, on le libère que 2-3 mois. On le remet encore 2-3 ans en détention administrative, on le libère. La dernière fois, on était ensemble en 2022. Ils l'ont libéré, on était ensemble en juin, dans la même cellule. Ils l'ont libéré exactement 55 jours. Il est parti, il est sorti 55 jours et il est retourné, on était les mêmes. Il a encore reçu 6 mois de détention administrative et depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui,
Il est encore en détention administrative et sa détention, elle peut encore durer 1 an ou 2 ans. C'est-à-dire vraiment depuis 15 ans la même situation pour lui et pour d'autres. C'est la détention qui est utilisée pour la destruction systématique de la vie économique, sociale, politique des Palestiniens partout en Palestine. Elle est utilisée dans les pires moments de la vie des gens, au moment d'un mariage, au moment d'un décès dans une famille, au moment qu'un étudiant a pu obtenir une bourse et qu'il va voyager pour faire ses études à l'étranger. C'est vraiment utilisé dans les pires moments de la vie des gens. On peut parler du droit international, c'est contre le droit international, c'est arbitraire, ça on est bien, mais il faut comprendre la logique, comment les Israéliens l'utilisent. Moi, par exemple, quand on dit arbitraire, pour faire des choses plus simples, en 2017, après tout ce qui s'est passé à Al-Aqsa, avec les Israéliens, ils ont essayé d'imposer des portails électriques avec le soulèvement qui était à Jérusalem. Moi et d'autres, on était arrêtés en détention administrative. Au bout de 10 jours d'interrogatoire et tout ça, il n'y avait pas de preuves, il n'y avait rien du tout. On est passé au cours civil israélien, entre guillemets. Après certaines négociations entre l'avocat et les juges, le juge, il était certain que le dossier était vide. Mais il a voulu quand même négocier les conditions de libération. Il a dit, pour cela, il sera interdit de rester à Jérusalem 3 mois. Interdiction de rentrer en Cisjordanie 3 mois. Interdiction de voyager 3 mois. Il doit être envoyé à Haïfa, dans une maison avec un bracelet pour 1 mois en fermeture dans une maison et 3 mois dans la ville, où il n'aura pas le droit de sortir de la ville, et payer les cautions de 60 000. Malgré toutes ces conditions, on a accepté. Je me retourne au centre d'interrogatoire pour préparer les dossiers de libération. Au moment de ma libération, un chef des renseignements de Shin Bet, il vient vers moi, il me dit, voilà, la décision du juge te met à la poubelle, voilà un ordre militaire de détention administrative de 6 mois. Et à la place de libération, j'ai passé 14 mois en détention administrative. C'est pour ça qu'on parle le mot droit, il n'existe pas. Il n'y a pas de droit dans droit et occupation, ça fonctionne pas ensemble. Alors cette détention administrative aujourd'hui, il est utilisé avec surtout après la déclaration de l'état d'urgence de la part de l'occupant, il est utilisé massivement. Il reste 2 sujets après, je termine. Il y a les prisonniers malades. Malheureusement, ce dossier qui est très lourd. Le dernier prisonnier malade qu'on a perdu la semaine dernière, c'était un ami proche de moi et d'autres, Khaled Shawish de Ramallah, qui était sur un fauteuil roulant pendant des années et il est mort. Il est mort à cause de cette négligence médicale. Il y a cette négligence médicale systématisée utilisée par l'administration de prison. Il y a cette politique de l'utilisation de la maladie des gens pour approfondir leur souffrance et essayer même d'utiliser ces maladies pour d'autres raisons. Parce qu'une fois que tu es malade dans une prison israélienne, pour les premières semaines et mois, tu as l'aspirine. Maintenant, j'imagine qu'il n'existe plus, mais avant, il y a l'aspirine israélien magique pour tous les genres de maladies. Ils vérifient même pas ce que tu as. Ils te donnent de l'aspirine, faut voir pour tout. Bien évidemment, si tu as une maladie grave, elle est devenue plus grave. Alors, malheureusement, depuis 1967, bien évidemment, comme je le dis toujours, il y en avait avant, mais les calculs ont commencé là. 249 Palestiniens morts dans les prisons israéliennes. Là, sans compter les 27, bien sûr, là, on rajoute les 27, ça va faire à 260 Palestiniens tués depuis jusqu'à aujourd'hui. C'est mort dans les prisons, ils sont morts de différentes maladies. Soit négligence médicale, soit torture physique, soit torture psychologique,
et d'autres raisons. Mais cette négligence médicale, aujourd'hui, elle risque la vie vraiment des centaines des gens. On a au moins 50 prisonniers avec la maladie de cancer qui ne reçoivent pas le soin adapté pour leur maladie. Le cas le plus précis, le plus dangereux aujourd'hui, qui est à l'hôpital, c'est Walid Taqa, un des plus anciens prisonniers palestiniens. Il est en prison depuis 35 ans. Il a un cancer et il ne reçoit toujours pas le soin adapté. Lui et des trentaines d'autres et quarantaines, ils reçoivent vraiment Quand on parle de cette négligence médicale, juste pour imaginer, faire mieux comprendre, nous, on était détenus 2017-2018 dans une prison qui s'appelle le Negev, à Matab, sur le nom du désert, vers les frontières égyptiennes. On était 1800 prisonniers dans une base armée, moitié prison. 1800 prisonniers, on avait le droit à un docteur et un dentiste. Alors, on va trouver le super-héros, docteur ou dentiste, qui va gérer la vie de 1800 prisonniers. Il y a des anciens prisonniers, il y a des malades, il y a des vieux, il y a des gens qui développent des maladies et des morts. Et des fois, pour accéder au docteur ou au dentiste, tu avais besoin des semaines pour accéder chez le docteur. Après, quand tu arrives chez le docteur, il y a un seul hôpital où il y a 60 places pour l'ensemble des prisonniers, où il y a 20 places qui sont déjà prises. Il reste 40 places pour le reste. Des fois, pour se faire opérer, tu peux attendre 2 ou 3 ou 4 ans pour se faire opérer. Alors, il est tué, même pour négocier des détails. Quand il y a un prisonnier, je veux dire, ça c'est une expression que utilisent nous les prisonniers, mais quand il y a un prisonnier nouveau ou faible, idéologiquement par exemple, s'il a une maladie grave, ils sont capables de lui négocier son traitement, sous condition qu'il leur donne certaines informations sur ce qui se passe dans la prison, sur l'organisation des prisonniers. Et c'est arrivé, on connaît des dossiers. Alors, la dernière chose pour vous passer la parole, c'est la question de l'organisation de ces prisonniers politiques. C'est vrai que aujourd'hui, devant cette image sombre de ce qui se passe dans les prisons, il y a un autre côté qui porte espoir. Pour nous, les prisonniers, on était conscients du but des Israéliens, c'était de briser la volonté et de casser notre engagement dans notre cause et notre combat et notre résistance. Nous, on a tout fait l'inverse pour rester connectés à cette résistance et au combat du peuple palestinien. C'est pas notre génération, c'est une génération après génération, ce qui est arrivé jusqu'à nous. On a tout fait l'inverse pour rendre utile les mois et les années de l'emprisonnement. Rendre utile, ça veut dire quoi? Ça veut dire organiser la vie de l'ensemble des prisonniers au maximum. Charger le programme quotidien. On avait nos élections annuelles, nos congrès annuels, nos élus discrets. Chaque élu était obligé de faire un comité spécial sur lequel il était responsable, un comité de sécurité, d'organisation, d'administration quotidienne de la vie de ces prisonniers, une petite commission des affaires étrangères qui fait le lien entre l'extérieur et le reste des prisons, un comité culturel qui est un des comités les plus riches et importants dans les prisons parce que en prison, comme je dis toujours, c'est un enjeu entre le temps et l'être humain. Qui contrôle? C'est le scribe qui contrôle le temps ou c'est le temps qui contrôle le temps? Au moment qu'un prisonnier il a pu contrôler le temps dans une prison, c'est là où vraiment tu pourras commencer à rendre utile et inverser le rôle de la prison. Nous, moi et d'autres, on a vraiment pu transférer et transformer ces prisons pour des facts révolutionnaires où on a impliqué des jeunes, des générations de plus en plus dans le combat
et dans la lutte. Par exemple, une journée pour un prisonnier, en général, c'est réveil 8 heures, collectif, 9 heures, il sort dans la cour, après avoir un café, 10 heures, il rentre dans la cour, où il reste 2-3 prisonniers qui ont fait le petit déj pour l'ensemble des prisonniers. 11 heures, on commence la première cour où tu as de tout. Tu peux avoir de cours d'histoire, d'idéologie, de journalisme, parce que dans la prison, tu as de tout. Tu as des historiens, tu as des journalistes, tu as des infirmiers, tu as des docteurs. Tu peux vraiment apprendre de tout. Après midi, 13h30 lecture, 15h, deuxième fois dans la cour, 16h, il rentre, 17h, 18h, on rentre ensemble, 19h, deuxième cours d'un autre sujet, 20h, on regarde les infos, 9h, 11h, temps libre, 11h, temps cash, 1 heure de lecture, minuit, moto. Alors, tu as vraiment une journée bien structurée, chargée, où tu donnais l'expérience surtout pour les nouveaux qui arrivent dans la prison. Moi et d'autres, tout notre engagement politique, tout notre engagement, il est parti de là où on a gagné en prison. Moi, à l'âge de 16 ans, engagé dans un syndicat des étudiants à l'école, mon engagement est parti du ventre et de ce que je vivais collectivement avec un peuple. Mais une fois passé par la prison, deuxième fois passé par la prison, c'est là où mon engagement politique est devenu une conviction politique et idéologique que je la porte jusqu'à aujourd'hui. Moi, c'est grâce aux camarades de la prison, grâce aux amis qui étaient là à nous former, qu'on est devenus des cadres aujourd'hui dans la vie politique palestinienne. Bien sûr, il y a aussi la question de la grève de la faim, la dernière sujet là. La grève de la faim, c'est le dernier moyen sur laquelle s'appuyer pour défendre nos droits. Dans une grève de la faim, il y a vraiment des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui peuvent être commis par notre camp israélien. Moi, j'ai participé à deux grèves de la faim, 2011-2022. 2022, c'était pour protester contre la détention administrative. Pareil, je donne un exemple, je termine. 2022, moi, après le déclenchement de la grève de la faim, j'ai été pris à l'isolement total, où par exemple, c'est la vérité, j'étais dans une cellule de 2 à 3 mètres, une caméra installée dans la cellule, un petit lit avec un matelas et devant le matelas et devant il y a un mur et des toilettes. Bien sûr, pas de fenêtre, pas de soleil, pas de cour et rien du tout. La voiture, la porte blindée. Même le sel qui est important pour le corps de ces réquistes, il était confisqué et j'avais droit à une petite bouteille de l'eau où je pouvais la remplir. Et tout genre de pression psychologique quotidienne. Par exemple, après 4-5 jours de grève de la faim, tu peux vraiment commencer à peine dormir 5-6 heures, et même pas pendant une nuit. Alors, au moment que tu vois que tu es tombé, tu n'as pu dormir, les forces spéciales, ils vont venir te réveiller pour te dire, voilà, on a un genre de fouiller la chambre qui est déjà vide, juste pour te réveiller, te faire sortir. Le lendemain, ils te laissent dormir, ils viennent te réveiller pour te proposer des menus de l'extérieur de restaurant. Voilà, tu peux manger ça aujourd'hui, on peut te ramener ce que tu veux, ton plat préféré, juste arrête ta grève de la faim. Troisième jour, il y a des infirmiers avec des tracts. Voilà, celui qui va devenir aveugle, tel jour tu vas devenir sourd, tel jour je sais pas quoi, toujours de crimes de pression. C'est arrivé une seule fois dans une grève de la faim collective qu'un directeur de prison dans les années fin des années 80, après un soulèvement vraiment bien organisé entre l'extérieur et l'intérieur, il y avait des grèves de la faim et il y avait une décision israélienne d'arrêter la grève de la faim. Le directeur du prison, il a fait une initiative, il a pris en force 3 prisonniers, il les a attachés avec ses infirmiers
sur des lits. La façon, c'était de faire entrer des tubes par le nez qui vont jusqu'à l'estomac et renverser du lait pour déclarer que voilà, ils ont mangé et ils ont arrêté leur grève de la faim. Mais malheureusement, deux de ces prisonniers, le tube n'est pas allé à l'estomac, il est rentré dans les poumons et les poumons étaient remplis de lait et les deux prisonniers sont morts. Alors, c'est vraiment pendant une grève de la faim où des crimes peuvent être commis comme celle d'aujourd'hui. Juste avant de terminer, je pense que aujourd'hui, dans cette urgence dans laquelle on vit, l'ensemble du peuple palestinien face à un fascisme et un colonialisme sioniste qui dure depuis 75 ans. Alors, devant ce génocide en crime, qui est la continuité de l'occupation depuis 1948, il y a deux choses. Il y a vraiment, moi j'ai plus espoir aujourd'hui qu'avant. Parce que on voit cette décision cognitive du peuple palestinien que nous, on va pas accepter une deuxième Nakba sur notre terre. On va pas partir. Il n'y aura pas des nouvelles générations de réfugiés qui vont encore subir l'exil comme depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Il y a cette formule qui est extraordinaire, qui est en train de fonctionner aujourd'hui, ce triangle entre la résistance palestinienne, la résilience du peuple palestinien et la solidarité internationale. La solidarité internationale, il faut comprendre que la solidarité internationale, c'est un des moyens de résistance. C'est un élément très très important. Quand on arrive, notre rôle, c'est ici et ailleurs, c'est de isoler l'état de l'occupant. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille à une isolation internationale de l'état de l'occupation et de imposer un embargo militaire et économique sur ces États. C'est notre rôle, nous, je veux dire, nous ensemble ici et ailleurs, travailler ensemble. Grâce à ce mouvement de solidarité, grâce aux Palestiniens aujourd'hui, que la Palestine est devenue, une fois encore, la priorité politique mondiale. Parce qu'ils ont essayé de faire éliminer la cause palestinienne depuis longtemps et surtout depuis 2011 jusqu'à quelque temps. Alors j'espère que aujourd'hui, avec vous, avec cette résistance, avec cette résilience, avec ce choix de Gaza de continuer d'exister, on va continuer ce chemin de lutte, on va continuer cette résistance de Gaza jusqu'à la France, on va continuer de défendre nos convictions idéologiques, nos droits et défendre notre humanité, parce que cette machine de destruction qui s'appelle Israël recule que devant un projet de résistance et que devant ce projet de résistance. Merci à vous.